Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je retrouve aujourd'hui Paul Bourdois que vous avez découvert et connu il y a quelques jours sur une capsule spécifique que je vous invite avant d'écouter cet épisode à aller écouter si ce n'est pas déjà fait pour vous remettre vraiment dans le bain, dans l'univers de la SCPI. C'est une capsule qui dure 5-6 minutes, c'est très court, c'est juste pour vous mettre dans le contexte de la SCPI, donc de la Société Civile de Placement Immobilier, pour connaître un petit peu l'univers, sa définition et voir dans quelle mesure ça peut introduire en tout cas cet épisode qu'on va faire aujourd'hui avec Paul et dans lequel on va rentrer dans le détail. Donc Paul, c'est le cofondateur de francescpi.com, donc qui est un site qui répertorie pas mal de SCPI. Combien vous en avez au total? On en a quasi une centaine. C'est énorme. Après, je crois que il y en a. Je réponds pas avec précision, mais il y en a plus d'une cinquantaine sur lesquelles on peut investir. Ouais. Vous pouvez investir directement du coup en ligne via le site France CPI. Donc vous avez évidemment toutes les accréditations, Oui. conseiller en investissement financier et autres. Donc ça c'est intéressant, mais vous êtes hyper spécialiste de la SCPI et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quand même quelqu'un qui est légitime sur le sujet pour en parler. Objectivement, c'est le but aussi. Donc ça va être un peu décousu parce que je prépare jamais trop les structures des interviews. Donc peut-être qu'on oubliera des sujets. Peut-être qu'on passera trop de temps sur un sujet sur lequel tu n'as pas l'habitude de passer, mais c'est pas grave, ça sera un peu différent justement peut-être des autres interviews. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, un CPI, alors déjà je vais te mettre mon contexte personnel. Moi, je me considère comme un gros investisseur immobilier, plus d'une trentaine de biens, plusieurs millions d'euros de patrimoine. Mon métier, c'est d'être marchand de biens aussi, donc je fais beaucoup d'opérations 4-5 opérations par an de marchand de biens, sur des gros immeubles en division de bâti principalement. Donc je baigne dans le monde de l'immobilier, mais le vrai, tu vois, le concret, le physique. Le truc où quand tu mets un coup de marteau, tu l'entends résonner dans tes oreilles, tu vois. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans la pierre papier. À côté de ça, comme je suis hyper curieux, notamment via ce podcast et aussi à titre personnel, j'ai investi dans toute une sorte de support, dont des SCPI sans financement, et en l'occurrence dans une seule SCPI qui s'appelle Activimo d'Alderan. Donc qui est une SCPI plutôt spécialisée dans la logistique, et notamment logistique urbaine. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que mon parcours est très e-commerce avant d'être dans l'immobilier ou en parler de l'immobilier, très e-commerce et très digital. Je crois absolument à la logistique du dernier kilomètre, à la logistique de masse de manière générale, du fait de l'essor de l'e-commerce depuis 15 ans. Voilà, donc tu me donneras peut-être ton avis, je ne sais pas si c'est une SCPI ou pas, mais en tout cas, c'est le choix que j'avais fait pour tester ce modèle. Voilà. Mais par contre, je me pose des questions, notamment sur la liquidité. Si j'ai envie de récupérer mon pognon, comment ça se passe ? Je t'avoue que j'ai pas trop lu toutes les CGV, grosso modo. C'est pas bien. Mais comment ça se passe ? À quelle sauce je vais être mangé ? Quelle va être ma moins-value sur la cotation de la part ? Parce qu'il me semble qu'il y a une valeur de part à l'entrée, puis une valeur de part qui est réévaluée souvent, peut-être trimestriellement, etc. Donc peut-être qu'on peut commencer par là. Prenons mon exemple, Activimo Alderan, je ne sais pas si c'est une bonne ou pas, je ne sais même pas si tu l'as sur ton site. Si, bien sûr, on les connaît très bien. Ouais. Okay. Donc prenons cet exemple concret qui m'est très propre, mais au moins ça parlera peut-être au plus grand nombre. Alors moi je suis rentré avec un prix, qu'est-ce qui fait que ce prix peut varier déjà ? Alors le prix varie parce qu'il est corrélé à la valeur du patrimoine directement. Donc il reflète normalement la valorisation de tout le portefeuille d'actifs. Pourquoi je dis normalement ? Parce que la SCPI, la société de gestion qui gère la SCPI, n'est pas obligée de coller au centime près à la valorisation qui est faite tous les ans par un expert. Elle peut se trouver dans une sorte de buffer qui est plus 10, moins 10. Alors je rentre directement dans le technique là. Donc elle peut être effectivement surcotée. Son prix de part peut être surcoté par rapport à la valorisation, la vraie valorisation du patrimoine, ou sous-coté. Et il se trouve que pour Alderan, il me semble qu'en achetant au prix aujourd'hui, au prix de souscription, donc c'est le prix auquel on achète la part, eh bien tu achètes de manière sous-cotée. Donc ça veut dire que tu achètes quelque chose qui vaut un peu plus cher en réalité. Donc c'est très bien. Okay. Concrètement, si c'est le sens de ta question, comment ça se passe si tu dis bon, ok, j'ai besoin d'argent, il faut que je vende ma ou mes parts, eh bien tu remplis ce qu'on appelle un ordre de retrait. Et cet ordre de retrait, eh bien, il dit, je vends ma part au prix auquel je l'ai acheté, et je vends ma part au prix auquel je l'ai vendu. Et cet ordre de retrait, il dit, je vends ma part au prix auquel je l'ai vendu. Et cet ordre de retrait, il dit, je vends ma part au prix auquel je l'ai acheté, et je vends ma part au prix auquel je l'ai vendu. Et cet ordre de retrait, il dit, je vends ma part au prix auquel je l'ai acheté,
si c'est toujours le même prix, moins ce qu'on appelle les frais de souscription que l'on supporte lorsqu'on revend ses parts. Donc, dans le cas d'Activimo, alors je connais pas tous les frais de souscription par cœur de toutes les SCPI, mais je crois que Activimo, on est entre 10 et 12%. Ouais, c'est 10 que j'avais en tête, c'est ça. Ouais. Donc 10%, si tu achètes ta part 100, par exemple, eh bien tu la revends 90, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est je la revends 90 déjà de manière certaine, mais si, comme tu dis, la valorisation a bougé, Oui. du coup, c'est venu peut-être si j'ai pris par exemple plus 20, mais je vais quand même être décoté à moins 10 après derrière, c'est ça? Exactement. Si tu as pris plus 20, pour prendre ton exemple, donc tu passes ta part, elle passe de 100 pour reprendre les chiffres, c'est pas ça le prix de part, hein, c'est Oui, oui. 600 dans ces eaux-là. Si on prend un chiffre rond, 100, donc ta part passe à 120, bravo, c'est bien. Et donc effectivement, il y a toujours ces frais de 10%, donc effectivement, tu soustrais 12 € et donc tu sors non plus à 90, mais à 120 moins 12 égale 108, voilà. OK. Donc en fait, oui, c'est toujours 10% proportionnel. C'est pas 10% par rapport à ta part de base, c'est toujours 10% par rapport à la sortie. Oui, absolument. Alors tu vois, tu dis effectivement la part peut augmenter par la valorisation, mais la valorisation, elle peut augmenter de 2 manières. Elle peut augmenter parce que tu vas empiler des nouvelles acquisitions, mais grâce à des fonds qui arrivent et donc avec des nouveaux, finalement, comment on peut les appeler? C'est pas des actionnaires, mais des nouveaux Associés. détenteurs, ouais, des nouveaux associés détenteurs de parts. Donc là, finalement, la valorisation de la boîte augmente, mais toi, tu te fais diluer. Donc finalement, ta part à toi, elle augmente pas des masses. En fait, non. Quand des nouveaux associés arrivent et achètent des parts, donc on est dans une constante augmentation de capital. Ça vient faire augmenter la capitalisation, le portefeuille global. Ça vient te diluer, mais ça vient pas augmenter la valorisation du patrimoine. Donc tu te fais pas diluer dans ce sens-là. Ta part, tu l'as acheté 600. Les associés qui arrivent, admettons, les associés qui arrivent l'achètent 600 également. La société de gestion Alderan, qui gère donc Activimo, va pouvoir acheter de nouveaux actifs qui vont rentrer dans le portefeuille, dont tu vas également bénéficier. Voilà. Je vais en bénéficier, OK, mais comme il y a plus de monde sur le gâteau, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, tu vois? Comme il y a plus de monde sur le gâteau, au final, moi, je devrais pas trop être impacté en termes de performance. Alors, ça dépend quel est le rapport locatif de l'actif qu'ils achètent. Et normalement, c'est leur métier. Je dis normalement parce que Alderan fait bien le travail, mais d'autres sociétés de gestion sont un peu plus, font un peu moins bien le travail, voilà, pour dire les choses. Et donc, effectivement, toi, ça va pas impacter ta rentabilité si la rentabilité de l'actif acheté grâce aux nouveaux associés n'est pas effectivement dévalorisée. Et normalement, c'est son métier. Voilà. OK, et après l'autre moyen de valorisation, j'imagine, de la part, c'est la valorisation latente juste du patrimoine déjà existant qui va prendre plus de valeur, c'est ça? Oui. Petit à petit, puisque ça, la boîte le réévalue combien? Tous les trimestres, tous les ans, cette valorisation? Alors, c'est fait tous les ans, en fin d'année. C'est obligatoire. C'est exigé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et il s'est trouvé que au mois de juin dernier, l'AMF a demandé, sans obligation, mais a demandé aux sociétés de gestion de refaire une valorisation à mi-année de leur portefeuille. Donc, je pense, sans trop me tromper, qu'on va passer sur des valorisations 2 fois par an. D'accord. Donc admettons que je veuille les vendre, là. Qui c'est qui m'achète ça? Alors, la vente de parts, elle est compensée, par de nouveaux achats. Donc, par des nouveaux achats, des entrées de nouveaux associés, effectivement. Donc, tout va bien, puisque la SCPI, c'est un placement long terme et que la durée de détention des parts de SCPI, c'est 23 ans. Ah ouais. Il y a très peu de turnover, finalement. Et les 23 ans en question, quand il y a des reventes, c'est parce que il y a des décès. Souvent. Donc les petits-enfants ou les enfants héritent des parts et se disent attends, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc il y a des reventes, mais sinon ça continuerait comme un appartement, comme n'importe quel bien immobilier locatif. Donc toi, quand tu vends, eh bien c'est compensé, il y a un carnet d'ordre, c'est compensé par des achats. Si ce n'est pas le cas, parce qu'on peut se dire mais oui, mais donc si effectivement il n'y a pas d'associé en face qui veut acheter de ses parts, alors là il y a des garde-fous qui sont mis en place, notamment par l'AMF, qui sont exigés par l'AMF, qui fait que si au bout d'un an on n'a pas réussi à se faire rembourser sa part, la société de gestion est obligée de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder au vote ou pour valider la vente d'un bien ou pas, pour rembourser ou pas les personnes qui sont en attente, etc. Donc il y a des garde-fous. Mais effectivement, on peut se trouver, et c'est un des risques, quand on parle avec nos clients, c'est un des risques qu'on donne, il y en a 4 principaux, et le risque de liquidité, c'est un risque important qui fait que on peut ne pas avoir ces fonds disponibles tout de suite. Et nous, je sais qu'on n'est pas les seuls, mais quand quelqu'un vient nous voir, on lui dit « Attention, l'argent que vous investissez sur les SCPI, c'est l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin si jamais il y a un problème. » OK, bon ça c'est très clair. Tu citais 4 risques, donc on va sûrement les balayer pendant l'épisode. Là, tu peux me citer les 3 autres? Oui, risque de fluctuation, risque, c'est des contraintes, mais en tout cas, on s'expose à un risque de fluctuation de revenus.
évidemment, pas de garantie de revenu. On s'expose également à un risque de fluctuation du prix de part. Ouais, on l'a vu dernièrement pour ceux qui suivent l'actualité des SCPI. On s'expose à un risque de liquidité, on vient d'en parler. Et puis, on a aussi c'est un risque, enfin c'est plutôt une contrainte, qui est la durée de détention. La durée de détention. Et pourquoi j'en parle, pourquoi je l'inclus dans les risques? Parce que on rencontre souvent des personnes qui nous disent oh ben là je suis bloqué, je voulais sortir avant de mes SCPI, de mes parts de SCPI, je voulais les revendre. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce sont des parts qui ont été vendues comme une sorte de super livret. Mais oui, effectivement, ces dernières années, à chaque fois qu'on voulait revendre ses parts, ça prenait à peu près 3 semaines entre le moment où vous disiez « je veux revendre mes parts » et le moment où vous aviez l'argent sur votre compte. Donc 3 semaines, c'est effectivement très liquide. Plus liquide qu'un bien qu'on vendrait. Un bien immobilier, j'entends. Là, aujourd'hui, ça se tend un peu. On passe à 1 mois, 2 mois. Donc, attention, quand on investit sur le long terme. Ok, oui, tu disais 23 ans, 23 ans en plus, finalement, impactés par la succession, enfin les décès, etc. Donc finalement, c'est même plus long. Enfin, ça serait plus long si la personne avait décidé de ne pas pouvoir décéder. Elle aurait gardé encore plus longtemps, finalement. Ok. Alors, liquidité, ça, ok, j'ai bien compris. Il y a une obligation quand même de rachat. Donc, elle est longue, hein, 1 an. Mais bon, j'imagine que pour des bonnes SCPI, tu y vas jamais, finalement. Enfin, c'est très rare que ça arrive de convoquer une assemblée générale au bout d'un an, non? Ou tu constates quelle proportion de manière générale? Ouais, on l'a pas constaté encore aujourd'hui, ça pourrait arriver. Attention, il n'y a pas d'obligation de la part de la société de gestion. Ouais, c'est-à-dire que si le vote est négatif, voilà, on va vendre ce bien pour rembourser tant d'associés qui veulent récupérer leur part. Si le vote est négatif, défavorable, il n'y a pas de vente de bien. Oui, donc elle a une obligation de convoquer Exactement. une assemblée pour cette raison-là, mais oui, elle a pas d'obligation de rachat elle-même. Non, exactement. C'est en convoquant qu'on peut trouver d'autres acquéreurs. C'est ça, exactement. OK, très clair, ouais, j'avais pas compris ça, d'accord. OK. Sur le financement, alors, tu vois, bon, moi, j'ai acheté, avec des liquidités, mais finalement, j'aurais pu, peut-être trouver un financement en face, pour aller acheter des SCPI. J'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moins intéressant aujourd'hui, compte tenu du prix de l'argent et des rendements moyens d'une SCPI. Est-ce que c'est juste ou pas? Je vais faire une réponse de Normand, même si je suis breton. Mais à chaque fois que je peux dire que je suis breton, je le Il place. pleut il pleut de la même manière, hein. Un peu moins en Bretagne. En fait, oui, c'est clair que objectivement, si on prend les moyennes de tous les taux, que ce soit la moyenne du taux de rendement, le taux de distribution des SCPI et celui du crédit, il est clair que c'est moins intéressant aujourd'hui d'investir par emprunt. Mais il y a quand même des opportunités. Il y a quand même des taux, effectivement, nous, on voit des clients qui continuent d'investir, effectivement, avec des taux qui sont déjà supérieurs à ceux qu'on connaît dans l'immobilier classique, mais pour financer des SCPI qui avoisinent des taux de distribution à effectivement 6, enfin 5,5, 6, parfois 7, 7,5 même. Donc oui, les taux sont plus élevés, et dans le même temps, l'effet de levier de l'emprunt, réussir à se créer un patrimoine à partir de zéro, enfin à partir de sa capacité d'endettement, c'est encore possible, avec une opération qui est intéressante. Bon, bah, effectivement, le taux il est à 4, ma SCPI elle fournit 7% de rendement, le delta est toujours appréciable. OK, donc on peut trouver quand même aujourd'hui des SCPI qui distribuent 6 à 7 points? Oui, oui, absolument. Ouais, tout à fait. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail de ça effectivement et de voir dans quelle mesure, c'est quoi le risque aussi en face, voilà, toujours faire ce rapport entre le risque et le rendement. D'ailleurs, pour parler de rendement, donc c'est quoi le rendement moyen aujourd'hui sur le marché, le rendement annuel moyen? Et c'est quoi le TRI moyen à 10 ans ou 20 ans compte tenu de la valorisation des parts dans le temps aussi, si on réinjecte ce facteur? Je n'ai pas toutes les réponses. Le TRI moyen sur 10 ans, 20 ans, ça dépend. Je peux donner des réponses découplées. La moyenne du taux de distribution, donc les revenus que moi je perçois en tant qu'associé, la moyenne, elle est de 4,53 en 2022. Et on saura bientôt là, pour 2023. Et cette moyenne, d'ailleurs, c'est intéressant, elle a jamais été inférieure à 4% sur les 30 dernières années, donc depuis la fin des années 80, donc on a quand même connu quelques crises dans l'immobilier et même dans la finance. Elle a jamais été inférieure à 4%, cette moyenne de taux de distribution, et jamais supérieure à 8. Donc c'est vrai que c'est pas exceptionnel entre 4 et 8, mais c'est une bande passante qui est relativement rassurante pour les épargnants classiques qui se disent bon, ok, pour ma retraite par exemple, bah, je sais que j'aurai bon an mal an entre 4 et 8% de rendement. Bon, donc ça c'est le point. Et sur les 30 dernières années, en moyenne, alors là ça va baisser évidemment parce qu'il y a des SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part, mais on est aux alentours de 1,5% par an de revalorisation positive depuis 30 ans. Alors, c'est pas le bout du monde. Et d'ailleurs, quand on parle de ça avec nos clients, on leur dit, vous achetez des SCPI pour le rendement. Hein. C'est d'ailleurs leur petit nom, SCPI de rendement. Vous achetez pas pour faire une plus-value, pour faire un coup. Si vous avez une revalorisation à la hausse, tant mieux.
mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc on a une petite revalorisation tous les ans qui couvre l'inflation. Alors là, cette année, c'est pas le cas, mais qui couvre bon an mal an l'inflation. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est l'équivalent de l'appréciation d'un marché. OK, le marché s'apprécie à 1,5. Bon, c'est pas mal, hein, c'est un booster de rentabilité à terme quand même, donc c'est intéressant. Et pardon, je précise aussi, c'est un exemple intéressant. En 2008, au plus fort de la crise des subprimes, donc les marchés font moins 40, les SCPI dévalorisent leur prix de part en moyenne de 4%, entre 4 et 5%. Donc on peut se dire, effectivement, on est sur de l'immobilier, ça fait ce que ça dit, et donc effectivement, on est sur quelque chose de plus défensif que les marchés, moins fluctuants, mais les rendements sont évidemment moins intéressants. On peut pas faire plus 25 ou plus 40. Ouais. Ah ouais, très clair. Tu parlais de SCPI de rendement. C'est intéressant parce qu'effectivement, sur votre site, vous présentez différents types de SCPI. SCPI de rendement, SCPI de fiscalité, SCPI de plus-value. Donc là, on est dans le cas justement, effectivement, de l'appréciation d'un marché, d'une valorisation. Et il y en a un autre ou pas? Non, c'est tout, fiscal et plus-value. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence? Oui, alors les SCPI de rendement, on vient d'en parler, donc c'est une SCPI qui va vous fournir du rendement, un rapport locatif, vous achetez, et le but c'est évidemment que ça ne se dévalorise pas. Et dans le passé, pardon, même si ça ne présage pas du futur, ça n'a pas dévalorisé. Les SCPI fiscales, comme on le comprend, ça fonctionne exactement comme une SCPI, comme une SCPI classique, c'est-à-dire que c'est une société qui se constitue un portefeuille, de biens qui sont soumis à des lois de défiscalisation. Et donc, en investissant dans ces SCPI, eh bien, je profite de ces lois de défiscalisation. Donc, il y a des SCPI Malraux, c'est à peu près tout ce qui reste. Il y avait des SCPI Pinel, etc. Donc là, c'est quoi le principe? Par exemple, SCPI Malraux, donc bon, Malraux, c'est souvent un monument historique, enfin, très cœur de ville, monument historique. Ça veut dire que là, j'ai une société qui n'achète que des produits dans ce cadre-là, qui fait les rénovations nécessaires pour être dans le cadre du Malraux, etc. Et moi, je participe à ça à hauteur de ma part, c'est ça? Exactement, c'est ça. En investissant, au prorata, je peux investir 10 000 euros par exemple. Eh bien, je vais avoir mon avantage fiscal, mais exactement sous les mêmes règles que si j'investissais tout seul dans un appartement ou dans un bien. L'avantage, c'est que ça permet de diluer son risque puisqu'on investit indirectement sur plusieurs biens. Donc, je suis pas lié à un seul bien, à un seul locataire, et pour autant, je profite toujours de mon avantage fiscal. Alors ces SCPI, elles sont quand même en voie de disparition parce qu'il y en a de moins en moins, et il se trouve que les épargnants, quand ils veulent défiscaliser, ils préfèrent le faire directement sur un bien dans lequel ils sont dans le concret. Enfin, ils peuvent voir où ça se situe, etc. Même si la SCPI est très transparente là-dessus. Et donc, effectivement, c'est très, très marginal. Et enfin, les SCPI de plus-value, eh bien, celles-là, elles achètent des biens, très souvent résidentiels, qui permettent effectivement d'avoir très peu de revenus. Donc, on a, je crois, 1% de revenus par an, entre 1 et 2%. Donc, on le fait pas pour la plus-value, le rendement, pardon. En revanche, on le fait pour la plus-value, puisque les sociétés de gestion qui ont des SCPI de plus-value, eh bien, elles arbitrent des biens, elles achètent des actifs et elles les revendent. Et c'est au moment de la revente que l'épargnant constate une plus-value. Voilà, tout simplement. Donc c'est un autre type de SCPI, et les deux catégories dont je viens de parler, fiscale et plus-value, c'est ultra marginal. Ça représente 5% du marché. Parfait, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Voilà. Je l'imaginais bien, mais j'avais pas cette proportion en tête. OK, parfait. La fiscalité, parce que tu parlais de rendement, donc bon, c'est du rendement brut avant impôt, j'imagine, c'est ça? Oui. Donc évidemment, là, il y a pas de c'est plus simple à calculer que sur de l'immobilier, on va dire, physique, parce qu'on n'a pas les charges, et cetera, à déduire. Tout est enfin, quand tu reçois ta rémunération, c'est déjà déduit de toute charge. Donc on va dire, c'est une rémunération nette de charges, mais nette avant impôt. Net avant de payer des impôts, ouais. Ouais, net avant impôt. Du coup, c'est quoi la fiscalité? Est-ce qu'on est sur la fiscalité des plus-values mobilières, par exemple? Et pas immobilières? Non, ce serait génial, mais non, parce que le sous-jacent, c'est immobilier. Et donc, effectivement, on est soumis à la fiscalité foncière, donc des revenus fonciers. Et donc, c'est effectivement la TMI, tranche marginale d'imposition, plus CSG, les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, 17,2. Voilà. Donc, c'est relativement confiscatoire, mais on peut pas tout avoir. Et effectivement, voilà, on peut, j'imagine qu'on y viendra, mais on peut optimiser cette fiscalité. Et effectivement, c'est la même fiscalité que si tu achetais un appartement et que tu le mettais en location. Voilà, c'est tout pareil. En location nue. En location nue, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il existe, au même titre que des SCPI spécifiques Malraux, est-ce qu'il existe des SCPI sur lesquels tu peux bénéficier du régime LMNP indirectement en fonction de ta quote-part de détention? Non, non. La réponse est non.
il y a de quoi faire là, peut-être. Ouais, peut-être, effectivement, peut-être. Je crois que c'est compliqué parce qu'il y a quand même une granularité à gérer. C'est-à-dire que c'est plus simple de gérer un bureau avec 3 locataires que de faire du non meublé professionnel ou du meublé professionnel. Mais avec l'essor du co-living, des gros tu vois, des gros bâtis de co-living et cetera, il y a des entreprises qui sont spécialistes là-dessus. Ça pourrait être aussi une façon de redistribuer un peu, d'aller collecter, je me dis qu'il Écoute, c'est une idée de business. peut y avoir du sens. Je peux y avoir du sens. Ouais. S'il y a des entrepreneurs, innés qui nous écoutent, ça peut leur donner une idée peut-être. Bon, on sait que l'idée ne vaut rien, donc on la vendra pas, mais mais l'appliquer, c'est autre chose. OK, la fiscalité, donc je veux bien qu'on vienne sur ce que tu disais en sous-jacent un peu, qui est comment on peut optimiser justement cette fiscalité du revenu foncier qui est quand même assez, comme tu le disais, dur en France, hein, voilà, on n'a pas trop de solutions pour sortir de ça. On le voit d'ailleurs, les gens qui héritent de biens et qui n'ont pas fait ces choix en amont, qui héritent du bien et qui subissent. Bon, leur grosse force, c'est que souvent, ils n'ont pas de crédit en face. Donc, finalement, bah, ils se disent, OK, ils le prennent sur eux, je paye de l'impôt. Mais quand tu as le crédit en face, tu peux vite te retrouver dans une situation de cash squeeze et pas pouvoir assumer ça. Donc, comment on peut contourner, enfin, pas contourner, mais optimiser, parce qu'on peut jamais contourner la fiscalité. Soit on la paye aujourd'hui, soit on la paye demain, mais on la paye tout le temps. C'est ça. Comment on peut l'optimiser? Optimiser, c'est, comme tu disais, soit on en paye moins, mais c'est parce qu'on paye autre chose, soit on recule pour mieux sauter après. Le fait d'en payer moins en dépensant dans autre chose, c'est exactement comme l'immobilier classique, c'est en empruntant, donc en pouvant déduire les intérêts d'emprunt des revenus locatifs et là, ça permet effectivement d'optimiser. Bon, ça c'est une première piste, mais ça nécessite d'emprunter, de contracter un crédit et tout le monde n'a pas envie de faire un crédit, surtout dans les conditions actuelles qui sont un peu plus défavorables. Reculer pour mieux sauter, c'est en achetant de manière démembrée, donc en n'achetant pas la pleine propriété, mais en achetant la nue propriété simplement, en faisant un démembrement temporaire. Et donc, en faisant un démembrement temporaire, pendant la durée de ce démembrement, j'achète seulement la nue propriété, donc je renonce au loyer. Et donc, si on prend une durée de démembrement de 5 ans, pendant 5 ans, je ne vais pas avoir de loyer. En revanche, en contrepartie, j'aurai une réduction sur mon prix de part. Et puis, au bout de 5 ans, eh bien, j'aurai un remembrement de la part, je récupérerai la pleine propriété. Donc, j'achète quelque chose 80 en N qui vaudra 100 en N plus 5 et j'aurai les revenus à ce moment-là. Pourquoi je dis que c'est reculer pour mieux sauter? Parce que souvent, on a des clients, je sais pas si j'ai été très clair, je fais ça toute la journée, donc j'ai l'impression que tout le monde comprend, mais je sais que c'est pas si simple que ça. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a des clients qui sont en pré-retraite et qui achètent de la nue propriété 5 ans avant de partir en retraite et qui, quand ils arrivent en retraite, bah, ont leur tranche marginale d'imposition qui baisse. Et donc, effectivement, ils étaient à 40, ils passent à 30. Bah oui, ils ont pas perçu de revenus pendant les 5 dernières années. Ils en avaient pas besoin de toute façon. Et puis, quand ils arrivent en retraite, bah, ils ont leur revenu avec une appréciation de la part. Et en plus de ça, ils ont une tranche marginale d'imposition moins élevée. Il y a un troisième moyen d'optimiser. Attends, juste sur ce moyen, Paul, dans l'intervalle, du coup, pour être sûr de bien comprendre, dans l'intervalle, les revenus qu'ils n'ont pas touchés se cumulent et se capitalisent? Non. Pas du tout. Non, ouais, non, c'est assez mystérieux. C'est déjà la SCPI est niche. Le démembrement temporaire est encore plus niche. S'il y a un nu propriétaire, ça veut dire qu'il y a un usufruitier. Et l'usufruitier, c'est lui qui perçoit les revenus, en fait. Voilà, tout Donc simplement. du coup, l'usufruitier peut être un descendant ou autre, ou une personne qui... Alors non, en général, ce sont des personnes morales, donc Ah des d'accord. sociétés qui achètent l'usufruit et qui peuvent effectivement faire travailler leur trésorerie en achetant de l'usufruit et donc en investissant là-dessus. Voilà, c'est un tout petit peu technique, mais c'est très optimisé. Bon, OK, mais on peut pas les capitaliser pour après, finalement, avoir, le bonus à la sortie une fois que ta TMI a baissé, tu peux pas les empiler quoi, ça peut pas se transformer en part par exemple, et venir accroître la valeur? Alors si, en fait, mécaniquement, c'est ce qui se passe parce que quand je disais tout à l'heure que pendant la durée du démembrement, tu renonces aux revenus, 5 ans, en général, tu as une réduction. La société de gestion, la SCPI te dit: «Puisque vous n'avez pas de revenus pendant 5 ans, bah, on vous fait une réduction sur le prix de part» et donc tu achètes ta part, je dis n'importe quoi, 80 à la place de 100 et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce qu'on appelle donc un remembrement et tu récupères la part en pleine propriété qui vaut 100. Et donc, du coup, ça revient à peu près à ce que tu disais, sauf que ce n'est pas fiscalisé. J'ai investi 80, je me retrouve au bout de 5 ans avec 100, donc je fais bien plus 25% net d'impôt. Voilà. Très clair. Je rebondis du coup sur le site, effectivement, tu présentes la SCPI en démembrement. Après, tu cites aussi SCPI en assurance vie. Donc là, j'imagine qu'SCPI en assurance vie, c'est pour bénéficier peut-être aussi de l'avantage fiscal de durée de détention. Voilà. Donc dans ce cadre-là, comment sont considérés les revenus de SCPI? Alors, ils sont considérés comme étant dans une enveloppe financière. Donc, les revenus sont taxés comme si c'était, dans le cadre fiscal et législatif de l'assurance vie. Donc, effectivement, il y a bien une optimisation fiscale de ce côté-là. Mais
on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Donc, dans l'assurance vie, en général, déjà, on n'a pas accès à tous les supports. C'est pas open bar, comme on peut dire, parce que ça dépend des accords qu'a passé l'assureur avec les différentes SCPI. Et puis, par ailleurs, en général, il dit vous êtes gentil, mais vous n'allez pas faire un contrat 100% SCPI. Donc, vous êtes obligé d'investir dans notre fonds euro, qui rémunère moins forcément, ou dans certaines unités de compte qu'on vous suggère très fortement. Donc voilà. Par ailleurs, quand on achète une part dans un contrat d'assurance vie, on la paye souvent un peu plus cher. Il y a des accords commerciaux avec l'assurance vie, avec l'assureur, qui fait que pour un prix de part que j'achèterais directement, donc en pleine propriété, comme on disait tout à l'heure, ou en assurance vie, j'aurais pas exactement le même prix de part. Et par ailleurs, même si la fiscalité est avantageuse, tu supportes les frais du contrat d'assurance vie, les frais de gestion, donc 1% par an. Bon, 1%, enfin, ce que dit l'assureur. Mais bon, si je prends 1%, je pense qu'on est dans la norme. Donc, il y a moins de fiscalité, mais il y a un empilement de frais, un choix qui est moindre et une flexibilité qui est moindre aussi. Donc, ça peut avoir des avantages et ça comporte aussi des contraintes. Et est-ce que c'est la seule solution pour que nos revenus d'SCPI soient traités justement en revenus mobiliers et non immobiliers? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Mais j'en apprends tous les jours sur les SCPI, même si c'est quelque chose que je fais depuis des années. Voilà, je suis toujours en apprentissage. J'en doute pas parce que c'est vraiment, assez complexe et puis, tu vois, on a lancé une idée tout à l'heure, hein, de CPI, en régime meublé, que ça peut être intéressant. OK, donc, bon, vous avez un simulateur sur votre site qui permet effectivement en fonction de, j'imagine, son objectif et cetera, son horizon aussi, simuler tout plein de choses. Pour éviter voilà, déjà d'aller faire une simulation en direct, est-ce que tu peux nous dire, parce que vous classez aussi sur votre site les meilleurs SCPI, bon, tu as dit, OK, professionnel, la logistique, ça peut avoir du sens, il y a plein de domaines différents, il y a des CPI très spécialisés, d'autres plus généralistes. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui, on va dire, booste la performance moyenne des SCPI? Ça ne veut pas dire que ça sera le cas demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est quoi qui vraiment booste le marché? Alors, je vais répondre à ta question et ça va compléter la réponse d'avant. Parce qu'il y a un point que j'ai pas donné pour optimiser la fiscalité, c'est le fait d'avoir des SCPI qui détiennent des actifs à l'étranger. Donc la plupart du temps en Europe. Et la fiscalité, elle est un tout petit peu moins confiscatoire dans nos pays voisins qu'en France. Et donc forcément, si tu as une SCPI qu'on peut nommer SCPI européenne, ou bon, peu importe, ou allemande, ce que tu veux, ça optimise la fiscalité, tu es un tout petit peu moins taxé sur les revenus perçus. Donc, alors ça dépend, je vais pas vous faire un calcul d'apothicaire, ça dépend des conventions fiscales passées avec la France. L'Espagne n'a pas la même convention que l'Italie ou l'Allemagne, etc. Et donc forcément, dans les proportions, plutôt que de payer 30%, on paiera 20% de fiscalité. Donc ça optimise un petit peu la fiscalité sur ces revenus, c'est intéressant. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de capter de la performance? Ces SCPI européennes c'en est un bon exemple. Les SCPI, effectivement, logistiques également, permettent de capter de la performance. On remarque de manière globale que les SCPI qu'on appelle les jeunes SCPI, donc celles qui viennent de se créer après Covid, permettent de générer plus de performance, plus de rendement que les anciennes qui ont un portefeuille qui est un peu plus lourd, un portefeuille qui est un peu plus, qui a un peu plus d'inertie. Donc globalement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on va pas se dire ah ok, cet SCPI est jeune, donc forcément je vais avoir du rendement. Non, il faut aussi regarder dans le capot, voir quelques indicateurs, etc. D'ailleurs, souvent les SCPI jeunes qui se sont montés, comme tu dis, post-Covid ou pendant le Covid, j'ai quelques noms en tête, mais elles sont souvent corrélées à de la SCPI dite sans frais. Ça veut dire quoi sans frais? Comment ils remplissent leur frigo quand ils facturent pas de frais? Alors, faut dire sans frais de souscription. Donc les frais de souscription, pour revenir aux fondamentaux, les frais de souscription sont des frais que l'épargnant supporte lorsqu'il revend ses parts. Donc j'achète ma part 100, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je revends, les frais sont de 10%, pour prendre les chiffres ronds, je revends ma part 90. Tant que je n'ai pas revendu ma part, je continue de percevoir des revenus sur une base non pas 90, mais bien 100. Ça, ce sont les frais de souscription. Et donc, des nouvelles SCPI, en général jeunes, d'une nouvelle génération, sont arrivées et disent nous, on met pas de frais de souscription. Donc, j'achète ma part 100, et combien je la revendrai? Mais 100, monsieur. Ok, super. Mais t'as raison. Moi, je connais personne qui travaille à but philanthropique ou alors des associations. Et donc, la manière qu'elles ont de se rémunérer, en général, ce sont sur les frais de gestion, qui sont beaucoup plus élevés que dans les SCPI classiques, sur des frais de transaction aussi, sur des frais elles prennent des frais, des fees sur la plus-value qu'elles effectuent lorsqu'elles revendent leur part. Donc, c'est un système de vase communicant, évidemment. Elles ont un business plan à tenir comme toute société. Et donc, c'est pour ça qu'on précise, oui, c'est pas des SCPI tout à fait sans frais, quoi. Il y a toujours des frais, forcément. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans tous ces frais récurrents dans une SCPI? Tu disais par exemple frais de transaction. Est-ce que tu peux nous citer un peu tout ça? Oui, alors il y a différents
différents types de frais. Il y a des frais en fait, les frais de gestion qu'on a, encore une fois, je reprends l'exemple d'Activimo. Je connais pas ces frais de gestion, mais voilà, on va prendre une SCPI qui fournit 5% de rendement. Ces 5%, quand je vois 5%, c'est bien 5% qui arrive sur mon compte. Mais la SCPI, elle a perçu, évidemment, elle s'est pris des frais entre-temps. C'est-à-dire que elle perçoit 6 de ses locataires, hop, elle se sert et elle reverse 5% à ses associés. Ces frais de gestion, à quoi ils servent? Ils servent généralement, ils servent effectivement à toute la gestion, ça veut dire tout le recouvrement des loyers s'il doit y en avoir, la gestion des locataires. La gestion des locataires, ça veut dire quand un locataire part, il va falloir que j'en retrouve un autre, etc. Toute cette gestion-là. Il y a aussi donc des frais, comme je le disais, des frais de transaction. Dès qu'il y a une vente ou un achat, la société de gestion décide de prendre des frais. Parfois c'est à l'achat, parfois c'est à la vente. Ça dépend. C'est évidemment très discrétionnaire. C'est la société de gestion qui choisit. Il y a des frais sur travaux aussi. Alors ça, je crois que c'est assez marginal. Mais c'est justement les SCPI sans frais en général qui font ça, sans frais de souscription. Donc ça, c'est pour gérer les travaux, quand il y a des travaux d'entretien, des travaux de rénovation dans les biens. Oui, exactement. Comme un syndic, quoi. Ils ont des honoraires de gestion de travaux. Exactement, c'est ça. Et puis, les principaux frais sont ceux-là. Il y en a peut-être d'autres, auquel cas je les connais pas tous, mais voilà les principaux frais. Et ce qui est un peu piégeux là-dedans, c'est que quand les associés perçoivent leurs revenus, ils disent, écoutez, moi, quelque part, je me moque des frais de gestion. Enfin, la société de gestion et la SCPI peut bien appliquer tous les frais qu'elle veut. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien j'ai sur mon compte à la fin du mois, voilà, ou à la fin du trimestre, puisque c'est versé trimestriellement. Donc voilà, et on leur dit, attention, il faut quand même regarder les choses dans leur globalité. Voilà. Ok, bon, c'est très très clair. Merci beaucoup pour tout cet éclaircissement sur, en tout cas, le monde des frais de SCPI et des différents types de SCPI qui existent. Je voudrais revenir sur la partie financement. Alors, la partie financement / banque, parce qu'on sait que historiquement, les banques sont quand même de bonnes distributrices de produits financiers, SCPI comprises. Est-ce que la démocratisation de la SCPI, et d'ailleurs des finances personnelles et du monde de l'investissement de manière générale, ce podcast aidant, d'autres avant moi évidemment, et puis aussi des acteurs comme vous aidant à démocratiser et à désintermédier aussi de plus en plus le marché. Est-ce que les banques, enfin en tout cas pour partie, parce que voilà, sur la désintermédiation, est-ce que justement les banques aujourd'hui sont quand même en décroissance sur leur sortie des SCPI? Comment elles se positionnent là-dessus et est-ce qu'elles sont ouvertes ou pas à financer des SCPI qu'elles ne gèrent pas? Alors, vaste programme que parler des banques et des SCPI, parce que donc nous sommes en novembre 2023. Il y a eu des dévalorisations de prix de part de SCPI. Donc il y a à peu près 200 SCPI en tout sur le marché. 200. Il y en a 10%, je dirais une vingtaine, qui a dévalorisé son prix de part de manière un peu forte, de 10 à 15% de dévalorisation. Et en général, ce sont des SCPI bancaires. Donc déjà, ça donne un peu le ton, en général. Et donc, effectivement, les SCPI qu'on peut se faire financer quand on va voir sa banque en disant « j'ai eu une idée géniale, c'est d'acheter des parts de SCPI, est-ce que vous acceptez de financer ?» La banque dit « oui, je vous finance ». Enfin, elle peut dire « oui, je vous finance », mais en général, c'est « je vous finance, mais ce sera les SCPI maison ». Il y a très peu de banques qui ouvrent, qui travaillent on va dire en architecture ouverte, en disant « on peut vous financer, vous avez trouvé… des SCPI, vous avez été conseillé par un site, un France SCPI, peu importe. Donnez-nous la liste et on vous finance. En général, je l'ai très peu vu. En général, elles disent non, chasse gardée, terrain gardé. Si vous achetez des parts de SCPI, c'est avec nous, notre liste, et donc voilà, point, à nos conditions. Qui ont des rendements souvent moindres ou dans les clous du marché? Non, moindre, effectivement. Ça s'explique assez facilement. Et c'est aussi la raison pour laquelle elles font partie du portrait robot de la SCPI qui dévalorise. C'est que les banques bénéficient les SCPI bancaires bénéficient d'un réseau captif important, les réseaux d'agences, et c'est puissant. Donc elles bénéficient d'une manne financière. Mais quand vous êtes une SCPI que vous recevez de l'argent, vous pouvez pas vous dire génial, on part en vacances. Vous êtes obligé d'investir cet argent. Et donc elles investissent cet argent, mais elles en ont beaucoup, un afflux fort, et donc elles achètent des biens. Et ces dernières années, le marché immobilier était assez haut, et donc elles ont acheté des biens très élevés, très vite, et pas forcément de manière stock picking pour employer des termes un peu financiers. Elles n'ont pas été assez sélectives,
Et donc forcément, aujourd'hui, soit elles sont obligées de revendre les biens, soit c'est des biens qui sont un peu vétustes, qu'elles ont pas su arbitrer, soit c'est des biens qu'elles ont achetés trop cher, donc j'achète trop cher, mon rapport locatif est pas bon. Et donc on se retrouve avec une faible qualité. C'est le cas de BNP, REM, c'est le cas de d'Amundi, c'est le cas d'HSBC. Enfin, je vais pas me faire des copains, mais bon, je les cite quand même, c'est comme ça, je suis objectif. Voilà, qui ont été obligés de dévaloriser, donc elles sont obligées d'assainir la situation, mais peut-être pour le mieux. OK. Tu disais quand même tout à l'heure en introduction que ou sur la capsule, précédente d'ailleurs, tu vois, on s'est dit tellement de choses, Ouais. que c'était finalement assez peut-être pas marginal, mais en tout cas assez minoritaire, les personnes qui faisaient financer des parts de SCPI. Je sais plus si tu l'as dit, mais est-ce que tu peux revenir sur cette proportion? Combien à peu près payent que cash et combien, prennent un emprunt? Alors c'est compliqué de répondre parce que nous, on voit ça par notre prisme. Je crois que les chiffres de marché, c'est à peu près 30 à 40 financés par emprunt Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas oui, c'est loin d'être marginal au final, OK. et le reste, au comptant. Voilà. D'accord. Évidemment, cette proportion, elle a depuis 2023, depuis début 2023, elle a dû drastiquement, réduire. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Du fait de la hausse des taux et des rendements qui, eux, n'ont pas forcément augmenté en face, sur un produit de type SCPI. Alors moi, par exemple, sur Activimo, je suis payé tous les trimestres. Est-ce que c'est un usage assez commun ou est-ce qu'on peut trouver des SCPI qui payent tous les mois si, par exemple, je veux en faire un revenu, récurrent, une rente? Oui, c'est la pratique de marché parce qu'elle correspond à la réalité des locataires. Quand vous êtes une personne morale, donc en général les biens qui sont détenus dans le portefeuille des SCPI, ce sont des biens professionnels, donc occupés par des personnes morales des sociétés. Et donc ces sociétés, elles payent leur loyer trimestriellement. Et donc la SCPI reverse de facto trimestriellement à ses associés. Il y a des SCPI qui ont décidé de verser mensuellement. Bon, c'est une question de trésor. En fait, on perçoit tous les mois, plutôt que de recevoir 3 mois à la fin du trimestre, on perçoit tous les mois. Voilà. C'est un confort de trésorerie, en fait. Ça change pas grand chose. Ça peut changer quelque chose au début d'un emprunt, par exemple, quand on doit rembourser 3 mensualités. C'est une question d'organisation, de trésorerie, tout simplement. Oui, oui, mais quand on voit effectivement déjà, comment les locataires ont du mal à avoir un mois de loyer d'avance, tu vois? On se dit qu'en en avoir 3, c'est toujours des fois un peu ça peut être compliqué pour certaines personnes, en fait, donc Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Au départ, il me semble qu'il y a une carence quand tu souscris. C'est-à-dire que pendant X mois, tu touches pas du tout de loyer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton rendement sur la première année, il est divisé par 2. Si c'est 6 mois, admettons. Ouais, absolument, ça s'appelle, tu raison, c'est un point hyper important qu'on rappelle à chaque fois, surtout à ceux qui empruntent, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Donc c'est un délai durant lequel, on est bien propriétaire des parts, mais on n'a pas le droit d'avoir des revenus. Alors ça peut aller il y a des SCPI qui ont réduit, là, pour cette fin d'année, à 0 le délai de jouissance. Donc ça veut dire que j'investis et j'ai directement mes loyers. Ça va jusqu'à 6 mois. Et donc pour reprendre ton exemple, 6 mois, c'est même, pas divisé par 2, c'est plus. J'investis le 1er janvier, par exemple, j'ai 6 mois de délai de jouissance. Donc ça veut dire que, je suis propriétaire, génial, mais pendant 6 mois, donc jusqu'à fin juin, je ne peux pas prétendre à percevoir mes revenus. OK, donc déjà pendant 6 mois, c'est blanc, c'est pas pour moi. Et puis après, je suis payé trimestriellement et trimestre civil, donc mon premier revenu trimestriel, je vais le percevoir au titre du 3e trimestre à fin septembre pour les mois de juillet, août, septembre. Donc ça veut dire il faut être au courant déjà quand on investit dans les SCPI. Et quand vous investissez par emprunt, pendant 9 mois, vous remboursez les mensualités et vous attendez, si on est en janvier, et vous avez vos premiers loyers fin septembre. Donc ça peut donner quelques sueurs froides pour les personnes qui n'avaient pas perçu ce fameux délai de jouissance, ce délai de carence. Mais ceci étant, si je fais un parallèle avec je sais pas moi, un achat immobilier classique, un studio par exemple, ça revient à peu près au même que d'acheter un studio. Et oui, pendant un mois, je vais devoir faire des petits travaux dedans pendant 15 jours. Et puis après, je vais mettre l'annonce. Il va pas se louer tout de suite. Enfin, on le souhaite, mais il peut y avoir des deltas. Et donc, il y a un mois de délai de jouissance. Et en vérité, ce délai, il correspond... Il y a un souci d'équité. Et après, je me tais parce que ça commence à faire un long monologue. Il correspond au souci d'équité qui doit y avoir entre les associés, entre les anciens et les nouveaux. Et les anciens, ceux qui sont arrivés dès le début, ont dû subir une sorte de carence le temps que la société trouve ses premiers biens. Donc en général, ça correspond à ce délai de carence-là. La société de gestion a mis 6 mois pour trouver ses premiers actifs, à avoir ses premiers loyers, etc. Voilà. OK, très intéressant. Donc ce qui me fait dire quand même que pour calculer la rentabilité à terme d'une SCPI, on parlait de TRI tout à l'heure, il faudrait réinjecter quand même ces flux négatifs finalement, notamment si tu as un emprunt, dans le cadre de ta rentabilité et donc plus tu conserves longtemps
moins ça a d'impact. Mais si tu conserves 5 ans, ne pas avoir 6 mois de loyer sur 5 ans, c'est quand même 10%, 10% de la chose. Ça peut impacter vraiment ta rentabilité à terme. Donc il faut quand même le considérer aussi. Alors, si tu gardes 5 ans tes parts de SCPI, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Mais des gens peuvent être obligés d'arbitrer des fois pour d'autres raisons que juste leur propre choix, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Bah, oui, effectivement, si on calcule dans ce sens-là, mais c'est un décalage de trésor, c'est-à-dire que je vais vendre mes parts, mais je bénéficierai du trimestre et je le percevrai après. Enfin, c'est un décalage de trésor, mais qui fait mal, effectivement. Les 2 premiers, tu les perçois pas. Toi, tu as bloqué ton pognon, là où tu faisais peut-être 5% de rendement sur un compte à terme, tu vois, pendant 6 mois. Si tu les mets ailleurs, pendant 6 mois, tu as rien. Ouais, absolument, absolument, c'est vrai. Je parle du décalage de trésor, pardon, pour les trimestres, mais tu as raison. Mais quand on voit, enfin, je peux rien dire contre ça, c'est vrai. Si on sort au bout de 5 ans, bah, l'opération est peut-être pas si bonne que ça, parce qu'en plus, on n'a pas eu le temps d'amortir les fameux frais de souscription. Enfin, normalement, si, mais comme rien n'est garanti, bah, on peut ne pas avoir le temps. Ouais, tout à fait. Donc, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, 23 ans de durée de détention moyenne, donc investissement long. Mais en fait, de la même manière que l'immobilier physique, hein, de toute façon, c'est un sous-jacent, hein. Exactement. C'est 10 ans conseillés. En fait, les SCPI ne sont pas bloqués, à part quand on investit en nue propriété où là c'est un peu plus compliqué. Mais quand on investit en pleine propriété, si tu achètes tes parts ce matin, tu peux les revendre cet après-midi. Ce sera une très mauvaise opération, mais tu peux le faire. Durée de détention conseillée, minimum 10 ans. Très clair. Alors, pour terminer sur l'épisode, toi, philanthrope que tu es, quel est ton modèle économique justement sur France SCPI? Qu'est-ce que tu apportes déjà comme valeur, hein, évidemment, parce qu'en face de chaque rémunération, il y a une valeur. Et comment vous vous rémunérez chez France SCPI? Alors, bon, ce qu'on apporte déjà, nous, c'est déjà l'expertise. On a un positionnement, on vend pas des pains au chocolat. Des chocolatines, tu veux dire? Ou des chocolatines, t'as raison, mais je suis breton, hein, des chocolatines, donc on vend pas des chocolatines. Tu m'as déstabilisé. Donc il y a une expertise, qui est là. On bosse les produits, on accompagne. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent en nous disant moi je sais ce que je veux et je veux ça, et on les accompagne. Et la plupart qui nous appellent en nous disant écoutez, j'ai compris les SCPI, mais alors je ne sais pas dans quoi investir. Et on les conseille. Bon, pour le coup, on est la plateforme la mieux notée sur Trustpilot. Il faut le dire, c'est bien. Si c'est le cas, il faut le dire. Ouais. Ouais, on travaille dur pour ça et c'est le cas. Donc voilà, pour l'instant, on touche du bois et on essaie de faire bien le travail. On est une sorte de wiki SCPI, c'est-à-dire que toutes les questions, et ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on fait ça, toutes les questions que tu te poses sur les SCPI, normalement, on les a déjà traitées sur notre site. Donc voilà, il arrive que certaines ce soit pas le cas. Et puis, on apporte l'offre pléthorique, c'est-à-dire que tu peux trouver toutes les SCPI que tu veux, quasiment toutes. Et puis, tu peux souscrire en ligne, donc 0 papier. C'est quand même un point important. Je crois qu'on était les premiers à faire ça, à permettre la digitalisation. On est quasiment les seuls encore, je crois. Et surtout, on apporte le suivi. C'est-à-dire qu'on a pas mal de confrères, néanmoins concurrents, qui font le même métier que nous, mais qui après suivent pas les choses. Et nous, on est CIF, comme tu le disais, conseiller en investissement financier. Donc voilà, on est obligé de suivre. C'était l'instant promotion. Comment on se rémunère? On perçoit une rétrocession de la part de la société de gestion. Et ça, en général, on nous dit ah ouais, mais attendez, ça veut dire que vous percevez une commission sur ce que je place, mais si je passais directement par la société de gestion, peut-être que ce serait moins cher. Non, ce serait le même prix. C'est exactement la même chose, sauf que pour avoir apporté un associé, eh bien, on a une rétrocession de commission et personne à part les dirigeants, donc moi-même et Olivier Ham, qui est mon associé, ne connaît la rémunération des sociétés de gestion. Donc nos consultants qui suivent nos clients, qui les conseillent, n'ont aucun intérêt à conseiller une SCPI plus qu'une autre, ils ne savent pas. Voilà. Donc ils sont pas au courant, ce qui me semble bien normal. Ok, non, mais c'est très fair play et c'est très clair. Est-ce que vous avez, alors si c'est pas le cas, ce sera une idée peut-être de, de développement, une interface, je sais pas si c'est possible, qui permet de connecter justement toutes les SCPI que vous proposez et sur lesquelles j'aurais investi par votre biais et qui me permet de piloter tout ça. Ouais, absolument. On a un espace client effectivement qui est perfectible, mais qui existe et qui permet effectivement de voir, de manière globale son portefeuille, de voir effectivement le rendement qu'on a pu avoir, la répartition géographique, la répartition sectorielle aussi, et assez simple, et qui permet de charger ses documents et puis de resouscrire aussi, de refaire des demandes de souscription, tout simplement. Si moi, par exemple, je reprends mon exemple perso, si je passe par chez toi pour souscrire encore d'autres parts d'Aldéran, par exemple, est-ce que tu pourrais consolider celle que j'ai déjà dans cette interface pour que j'ai tout au même endroit? Non, ça, ce n'est pas possible, mais ce sera possible dans les prochains mois. C'est en développement, c'est une demande qui nous est revenue régulièrement. Voilà.
Et je trouve que c'est très chouette de pouvoir justement agréger tout un portefeuille SCPI au même endroit. Alors évidemment, on a des applications qui existent et qui permettent de tout agréger, hein. Voilà, je pense à Finari notamment, voilà, qui permet d'agréger toutes sortes de produits, pas que des SCPI bien évidemment. Mais là, dans le cadre des SCPI sur cette niche, c'est vraiment chouette, je pense, que ce que vous faites. Donc, ok, bah, je creuserai en tout cas pour mes futurs investissements en SCPI. Si j'en fais, c'est pas dit, mais voilà. Il faut un peu de liquidité aussi pour le faire, à y dédier, donc ok. Bon. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Paul, ou tu penses qu'on a été quand même pas mal exhaustif? Je crois qu'on pourrait ajouter plein de choses, énormément de choses. Non, ce qu'on remarque là, et c'est la seule chose que je rajouterais, c'est qu'on a pas mal de personnes qui viennent nous voir parce que elles sont des investisseurs comme toi et qu'elles en ont marre. Même si c'est un avantage, hein, le fait de déléguer complètement la gestion, on n'avait pas affaire à ce type de personnes auparavant. Et là, ça fait quelques mois qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui arrivent et qui nous disent alors. Moi, j'ai vendu mon appartement. Voilà. Évidemment, c'est lié à la conjoncture immobilière qui fait qu'on a plutôt envie de se délester de certains biens. J'ai vendu mes biens, j'ai plus envie de gérer de locataires. Voilà, j'investis en part de SCPI, notamment pour ma retraite. Voilà, donc c'est aussi un point intéressant. J'ai compris que toi, tu préférais gérer et taper du marteau tout seul, toi-même. Je ne sais pas si je le préfère, mais en tout cas, c'est mon business model aussi sur notre agence avec laquelle on gère aussi des biens. Donc forcément, si des gens ne sont pas très à l'aise avec gérer leurs biens, ils ont deux solutions. Soit ils achètent des SCPI, soit ils nous les confient à la gestion et puis se libèrent ça aussi. Ouais, absolument, tu as raison. Modulo, le fait que forcément, confier à une agence, ça grève aussi la rentabilité, mais ça dépend des biens. Et je pense qu'en passant, en ayant son bien directement, on peut avoir des meilleures rentabilités qu'en SCPI. Ça, c'est clair et net, indéniable. Mais après, l'un dans l'autre, je pense que quels que soient les supports d'investissement, quelle que soit la typologie d'investissement qu'on est amené à faire, finalement, le rendement moyen, il est toujours enfin, quand tu regardes à 10 ans, à 15 ans, etc., le rendement moyen, c'est toujours à peu près le même, hein. Que ce soit sur l'immobilier, quand tu couples avec le risque physique, que ce soit l'immobilier papier, que ce soit les marchés financiers, etc., au final, à un point près, ce qui n'est pas très life changer finalement, on est dans les clous, quoi. Voilà. Donc, avec après une certaine appétence ou non à différentes choses, hein. Il y en a qui aiment la bourse, qui aiment les marchés financiers, d'autres qui veulent s'occuper de rien, d'autres qui sont rentiers au sens propre, qui veulent être rentiers au sens propre et vraiment ne rien faire, d'autres qui se considèrent comme rentiers alors qu'en fait ils passent 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine à gérer des biens immobiliers. Bon, voilà. C'est ton cas? Oui, moi c'est même plus que ça, c'est une passion et un business, donc on le fait davantage d'ailleurs pour nos clients que pour nous. Mais finalement, oui, l'histoire vient de notre propre histoire à nous qu'on a dupliquée pour nos clients. Donc voilà. Mais très bien. En tout cas, merci beaucoup Paul pour tous ces échanges. C'était très intéressant. Moi qui connaissais très mal le monde de la SCPI, j'y vois beaucoup plus clair. Donc je pense que les auditrices et auditeurs aussi. Pour vous retrouver, donc c'est francescpi.com. Tu veux partager d'autres choses? Partager pour nous joindre, tu veux dire? Oui. Les gens peuvent nous joindre sur LinkedIn, ils peuvent s'inscrire sur le site. On a une newsletter qui est sympa tous les mois. Voilà, ils peuvent nous contacter. On est accessible et on refuse jamais de discuter, d'échanger. Voilà. Eh ben, parfait. Merci beaucoup à toi, Paul. Merci à toutes et à tous d'être toujours fidèles au rendez-vous chaque semaine pour de nouveaux épisodes et pour enrichir votre savoir, mais aussi votre portefeuille à long terme. Merci encore. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.